Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 16 février 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, Denis. Super content. Je suis rentré de vacances, je suis blindé à fond là. Toujours sur tes deux jambes, pas de problème ? Toujours, bah oui. Ça va alors, t'es devenu un pro je suppose, un pro du ski aussi ? Oh, je me défends bien, ouais, ça va. Ah, ça va. Ça va, le principal c'est que tu sois là, en pleine forme, reposé. Et on va discuter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a un sujet très intéressant pour tous les développeurs web. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs, on voit ça au niveau des retours aussi qu'on a sur le podcast. Et pour ça, on a demandé à faire venir monsieur Étienne Margraff de venir nous parler de Vorlon.js, qui est donc on va en discuter rapidement avec lui, mais un outil de débugage distant pour JavaScript, si je me trompe. Ouais, alors en effet, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Vorlon, enfin, moi sur Twitter, et puis tous les partages que ces personnes de cette équipe qui fait tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut s'en intéresser même si on n'est pas dans le monde web? Peut-être, peut-être pas en fait. Donc si on développe en JavaScript, ça va être intéressant. Donc qui se cache derrière cette race extraterrestre qui est quand même très avancée, qui est quand même d'un niveau énergie pure? Oh, je crois que je m'emporte un peu là, mais en fait c'est ça, hein, Vorlon, c'est le nom qui vient de la série Babylone, Babylone tout court, je crois, Babylone 5. Ouais. Et donc, voilà, Et, Étienne. et pour ça, il y a Étienne qui est là. Bonjour Étienne. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi ? Très très bien, très bien. Moi je reviens pas du ski mais j'y vais la semaine prochaine et j'apprends aussi donc j'espère que je me casserai pas un truc. Ah ben voilà, il n'y a que moi qui me pars pas au ski pour le moment, alors moi ça sera beaucoup plus tard. Ah, vas-y, pas trop tard non plus, quoi. Ah ben j'attends que la neige soit fondue, moi. Hein, Ouais, je comprends, ouais. c'est plus secure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être rapidement te présenter, Étienne. Je propose peut-être, Christophe, que tu fasses un peu le tour de la vie, Ah la oui, biographie d'Étienne, pour voir un petit peu ce qu'il a déjà fait sa jusqu'à présent. biographie, je l'avais déjà reçue Lifestyle en septembre 2014 Tout à sur fait, ouais. l'autre podcast. Ah Donc ouais. c'est un peu vieux, peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que tu as pu faire tes études à Strasbourg, à Non, l'université c'est toujours pareil Schubert. ça. Peut-être que ça a changé depuis. 2004, tu as fait un master à Supinfo, toujours Exact, vrai. toujours vrai. Tu as commencé ta carrière pro en 2007, formateur à Supinfo. Et puis, tu as Exactement. bossé chez Winwise. Tu as changé de société en 2009, où tu es parti en tant que consultant chez Infinite Square, Ouais, dans le domaine de l'AML. exactement. L'ALM, L'ALM, pardon. presque pareil. Presque pareil, en fait. C'est peut-être, moi, je l'ai dit en anglais, c'est pour ça. C'est pour ça. Après, tu as été dans les équipes des X-France très rapidement, en fait, finalement, puisque tu es directement. Ça fait 2 ans ou un peu plus. Ça fait 2 ans, quasiment 2 ans, ouais, exactement. Donc, tu es ADX. Et Ouais. puis, depuis, bon, après, tu as toujours été speaker au Tech Days. Tu as été MVP auparavant, hein, bien sûr, je ne l'ai pas nommé. C'était MVP sur Ouais. Visual Studio. Non, je sais. Visual Studio, ALM, exactement, ouais. Ouais, C'est Team ça, ouais. Foundation Server et... Pendant combien d'années? Comment ? Allô? Pendant combien d'années, je disais à Etienne? Ah, pardon, c'était 7 ans? Ah, quand même. Ah ouais. T'as eu ta petite rondelle bleue, quoi. Exactement, comme tout le monde, c'est le moment un petit peu préféré, c'est quand tu reçois ta rondelle bleue. C'est quoi la Euh, rondelle bleue pour ceux qui ne suivent pas ? C'est en fait quand t'as un trophée quand t'es MVP en vert, et puis pour pas renvoyer à chaque fois un nouveau trophée, t'as une petite rondelle que t'accroches et que tu mets par-dessus avec l'année marquée dessus. Ah Et oui. quand t'as fait 5 ans, t'as une rondelle bleue avec marqué 5 years dessus, pour dire que ça fait 5 ans, et donc c'est la petite blague de dire que t'as eu la rondelle bleue. Ah oui, c'est ça. C'est comme les bougies à l'anniversaire. Hein, au lieu d'en avoir 25 à la fin, Ça. on Tout t'en à fait. donne une globale. Ah, c'est T'as bien. les 10 ans, les 15 ans pour les plus vieux, t'en vois passer quand même, hein, il y en a. Et puis du coup, comme pas mal de MVP, enfin non, pas mal, c'est faux, c'est faux. Certains MVP rentrent chez MS, quoi. Et oui, tout à fait, ouais, ça arrive. Et Ça arrive, ouais. du coup, tu perds ton titre de MVP parce que tu ne peux pas être MVP et en même temps chez Microsoft. Mais bon, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ouais. Euh, et ton travail au quotidien, parce qu'en fait, voilà, t'es ADX, tu chapeautes plusieurs domaines, parce que finalement, tu es dans la team de Vorlon.js. Tout à fait. Mais ton travail au quotidien, en quelques mots, hein, c'est quoi? Et tu passes tes journées à faire quoi? En gros, qu'est-ce qui se passe voilà, maintenant dans ton nouveau job à MS? Enfin, ton nouveau.
Alors, donc moi, le titre du job, hein, les gens qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'univers Microsoft, donc ils connaissent, c'est évangéliste technique. Et donc je suis sur deux sujets, en priorité plutôt sur le web, ce qui correspond plutôt bien à Vorlon d'ailleurs. Et sinon, en second plan, je m'occupe aussi de tout ce qui est application cross-platform, avec des outils genre Cordova ou Xamarin par exemple. Donc ça c'est une partie de ce que je fais. Donc là bah, c'est assez classique, hein. Je fais des conférences, j'écris des articles de blog, j'écris des articles, je participe à des podcasts par exemple. Et je prépare du contenu pour d'autres personnes qui puissent le délivrer, des slides par exemple, ce genre de choses. Donc ça c'est une partie de ce que je fais. Et puis la seconde partie de ce dont je m'occupe, c'est que je suis... Alors le titre c'est un peu pompeux, mais c'est en gros je m'occupe de la partie technique de l'accélérateur de start-up Microsoft Ventures. Donc je suis CTO en résidence de Microsoft Ventures. Je réside à Microsoft Ventures. D'accord. Voilà. Donc ça, en quelques mots, donc l'accélérateur, hein, si ça intéresse des gens, peuvent aller jeter un coup d'œil. On accélère des startups pendant 4 mois, une dizaine de startups à chaque fois, 2 fois par an. Et le but, c'est de les aider à lever des fonds et à s'améliorer sur la partie technique. Donc moi, je les aide sur cette partie-là. Je les mets en relation avec les bonnes personnes, sur Azure et ce genre de choses. Ok. Ok. Et c'est Bon, et dans, puis, c'est dans ce cadre-là que tu as développé aussi Vorlon.js ou c'est en distinct? C'est distinct. Alors c'est dans ce cadre, pas de Microsoft Ventures précisément. C'est, je sais pas si je commence déjà à expliquer un petit peu le pourquoi on a fait Vorlon. Ou, Ouais, décroune un petit peu, effectivement. Enfin, j'ai juste repéré en avril 2015, je pense que tu as exactement, commencé à ouais. publier sur GitHub la version de Vorlon.js. Mais qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Donc alors déjà, donc notre rôle à nous, c'est d'évangéliser la plateforme web au sens large, pas que de Microsoft d'ailleurs. Et en fait, on cherche toujours, plutôt que de faire de montrer des Hello World et de faire des choses comme ça, on aime bien montrer des exemples sur des sujets de la vraie vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles David ont créé Babylon.js à l'origine, que certains connaissent peut-être, hein, qui est un framework qui permet de faire de la 3D sur le web. Et en fait, on s'est dit, on cherchait un nouveau sujet, une nouvelle manière de pouvoir présenter des choses, et on s'est dit si en plus ça peut servir aux gens, ça peut être cool. Et donc on a réfléchi en web quel était un des plus gros problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Donc quand je dis on, c'est David Catu, David Rousset et Pierre Lagarde, parce qu'on est les 4 créateurs de cet outil-là. D'autres ont rejoint après, mais c'est les 4 premiers. On réfléchissait à qu'est-ce qui pose le plus problème actuellement quand on fait du dev web. C'est quand on veut débugger son site web sur mobile. C'est ça. Donc voilà, ceux qui font du debug, enfin ceux qui font du dev web et ont ces problématiques-là voient très bien de quoi je parle. Mais pour résumer, hein, le principe c'est que si je suis en local sur mon PC ou sur mon Mac, peu importe, j'ai un problème d'affichage ou j'ai un problème en JavaScript ou des choses comme ça, bah, ce que je fais c'est que j'appuie généralement sur F12, qui est la touche raccourcie pour avoir accès aux outils de développement qui sont dans tous les navigateurs, Safari, Chrome, Firefox, IE et Chrome et Edge. Du coup, j'ai accès sur mon propre PC, je peux voir ce qui se passe et comprendre l'origine des problèmes. C'est ça. mais effectivement, le F12 sur un portable, on n'a pas l'air con. Voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on l'a pas sur mobile, enfin sur un portable ou sur certaines tablettes, hein. Sur un iPad, par exemple, il y a pas non plus, t'as pas de clavier avec F12 et tout ça. Donc, il existe des solutions pour le faire, mais c'est pas idéal. Enfin, nous, on trouvait pas ça idéal, parce qu'en fait, t'es obligé de brancher ton périphérique sur lequel t'as un problème en USB. Sur un endroit où il y a la même chose. Donc par exemple, si on veut débugger sur Safari sur un iPhone, on doit avoir un Mac aussi, et on doit se brancher en USB, et on utilise Safari qui va se connecter au Safari sur mobile, et on a le F12 qui est sur notre Mac, entre guillemets, et puis à travers le câble USB, il nous permet de débugger ce qui se passe sur le périphérique. Donc ça, c'est un petit peu problématique parce que il faut avoir un Mac, il faut avoir un PC pour débugger sur du Chrome par exemple ou des choses comme ça. Et puis c'est pas très pratique, faut brancher, débrancher, etc. Et donc on a essayé de trouver une solution à ça, et c'est de là qu'est né Vorlon. C'est ça. Donc c'est en gros, si je résume, c'est un F12 accessible à distance. Ça passe par le réseau, évidemment. On passe pas du tout par Ouais, tout du à USB fait, oui. ou autre chose, hein. Non, ça passe par le réseau et on reviendra dessus, mais c'est assez simple à intégrer et ça permet de résoudre voilà ce qu'on est en train de visualiser là. Enfin, pour ceux qui regardent, faut que je m'habitue. En vidéo. Voilà, en Ouais. vidéo. Mais effectivement, ça permet de résoudre ce problème-là principalement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on peut l'utiliser aussi pour débugger à distance sur un PC ou un Mac. On l'a créé
pour résoudre le problème des mobiles, mais ça marche dans n'importe quel contexte, peu importe, tant qu'on est exécuté dans un navigateur. C'est ça, donc on verra effectivement un peu plus tard au niveau notamment de l'installation et des accès, mais on parle de mobile, mais effectivement si j'ai moi une multitude de PC en cours de développement, un site web qui est testé par une série d'utilisateurs, on peut utiliser cette technologie-là pour pouvoir accéder à distance, en quelque sorte à leur browser et accéder au DOM, accéder au JavaScript, accéder à tout ce qui se trouve sur leur navigateur pour le valider. Tout à fait, oui, exactement. Ouais, c'est ça, ok. Mais alors, accès à distance, mais on parle du réseau interne ou alors vraiment, on est dans le parti où je vais utiliser comme euh, l'Internet, quelqu'un qui travaille à distance aura accès? Alors donc ça, tout dépend de comment tu le déploies et puis de l'expérience que tu veux, mais la réponse courte c'est oui. D'accord. Puisqu'en fait ça passe à travers le réseau, donc que ce soit en local ou que ce soit à distance, ça fonctionnera de la même manière. Et d'ailleurs, on en reparlera certainement, mais au niveau du déploiement, soit tu l'installes en local, soit tu peux le déployer dans Azure par exemple, ou Amazon, enfin peu importe, hein, tu peux l'installer quelque part et y accéder de n'importe où, et donc c'est possible. Ouais. C'est ça. Et en termes justement pour faire ce débugage et cette communication, passant par Internet notamment, vous vous basez sur quoi comme technologie, sur quel type d'outils? Alors, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'utiliser des technos qui sont utilisés par un grand nombre de développeurs web. Déjà parce que une des premières raisons, c'est que nous, on est très techno Microsoft à l'origine, et c'est bien de connaître un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc, on a décidé d'utiliser Node.js pour créer toute la structure de Vorlon. Donc démarrer Vorlon, c'est démarrer un serveur Node.js au final. Et ce serveur Node.js, il fait plein de choses, et notamment c'est lui qui va générer l'interface graphique du tableau de bord, celui qui permet de débugger à distance. Donc on appelle le dashboard, je crois pas qu'on les traduit dans l'outil, il n'y a qu'une version anglaise. Et en fait ce tableau de bord là, lui, il est généré avec un autre framework qui vient par-dessus Node.js, qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle Express.js, qui permet de faire du MVC, un petit peu comme ce qu'on fait dans ASP.NET MVC par exemple. Donc ça c'est pour la partie rendue, ou en tout cas génération du site web, et pour la communication entre les périphériques mobiles qu'on veut débugger et puis le reste, ça se fait avec Socket.io qui permet d'avoir de communiquer en web et de faire du temps réel en web entre guillemets, enfin de la communication directe. Et donc c'est plus quoi une idée d'ouverture que vous n'avez pas nécessairement choisie. Je prends par exemple, pourquoi pas prendre de la ASP.NET à la place de Node.js et du Singalair au lieu de Socket.io par exemple. Oui, c'est tout à fait ça, c'est une question d'ouverture. C'est aussi parce que on s'adresse à des gens qui... en fait, dans la communauté Microsoft, les gens qui font de la ASP.NET, etc., ils connaissent ces technos-là. Ils les ont pas forcément mis en œuvre, donc c'est un moyen pour eux, si jamais ils testent Vorlon, de découvrir un peu comment ça marche. Et puis, pour les gens... évidemment, nous, on s'adresse aux développeurs web, peu importe leur techno. Et pour tous les gens qui ont l'habitude de faire du Node.js et qui seraient pas forcément... attiré par un outil qui serait fait en ASP.NET potentiellement, même si ça peut être une erreur, on peut en reparler un peu plus tard, enfin ou dans un autre podcast, je sais pas. Mais pour tous ces gens-là, c'est des choses avec lesquelles ils sont familiers, donc on enlève un peu la friction qu'il pourrait avoir à l'installation et l'utilisation. C'est ça, donc tout est développé en JavaScript en quelque sorte. Tout est développé alors même plus précisément, tout est développé en TypeScript. Vous en avez parlé dans un podcast précédent. Ouais. Donc on a utilisé TypeScript pour générer derrière un code JavaScript pour tous les avantages que vous avez cités, la productivité, l'IntelliSense et ce genre de choses-là. C'est ça, et oui, on n'en a pas cité, mais je pense que tout le code est disponible sur GitHub, donc c'est en open source complet. On le retrouve où, sur quel site ? Alors, donc le site principal c'est vorlonjs.io ou .com, mais je préfère dire .io, ça fait plus classe, c'est plus à la mode. Les deux fonctionnent en tout cas. Donc là-dessus, il y a l'explication de pourquoi on l'a fait, il y a des petites vidéos qui montrent l'utilisation aussi de cet outil-là, et puis il y a les 2-3 lignes de commande qui aident à démarrer, et notamment un lien vers l'entrepôt GitHub, puisqu'effectivement, tu as raison, c'est un projet qui est open source, et d'ailleurs, c'est un projet qui est open source auquel beaucoup de personnes de la communauté ont contribué, on est assez content de ça. Donc effectivement, tout est stocké là-dessus, et le seul lien à retenir, c'est vorlonjs.io. Ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, je voudrais revenir à une question là, par rapport à Microsoft. Où se place Microsoft dans cette chose, dans Vorlon.js? Je parle Microsoft, l'entité, Microsoft, la société. Hein. Alors, je suis pas. Vous faites ça en dehors du travail? Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est au niveau. Oui, garage, ok, j'ai compris.
J'ai compris la question. Donc c'est un projet comme la majorité. C'est un peu comme, c'est un petit peu différent de Babylone, mais Babylone à l'origine il était fait uniquement sur du temps perso. Vorlon, on l'a créé vraiment comme un outil d'évangélisation, qui en plus sert aux gens, hein, donc il y a rien qui est obligé quand on l'utilise, il n'y a pas d'obligation, mais on l'a créé pour ça, donc on le fait sur notre temps perso parce que on reste avant tout des devs, on est passionnés, et quand il y a un problème, on s'arrête pas à 18h et on va peut-être continuer chez nous le week-end. Mais il y a une implication assez forte de Microsoft qui nous aide pour le design, pour ce genre de choses-là, des choses qu'on maîtrise pas forcément parce qu'on est dev tous les quatre. Donc voilà, c'est en grande partie un outil qui est porté par nous et majoritairement sur notre temps libre, mais aussi un petit peu sur le temps de Microsoft. Si ça répond à la question, je sais pas trop. C'est ça, ouais. Ouais, ok. Et ouais, non, mais en plus, c'est dans les mœurs de Microsoft, hein, l'open, Tout à fait, oui, oui. toute technologie confondue. Bon, en pratique alors, comment on Alors, va installer Vorlon.js? Voilà, je suis tout débutant dans cette techno, je la connais pas encore bien, ce que je vais découvrir après. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va installer ça? Les premières choses à faire. D'abord, alors, je présume qu'on va sur Vorlon.js, le site. on va sur le site Vorlon.js, mais on n'est même pas obligé d'ailleurs, hein. On peut démarrer de manière super simple. Il y a plusieurs manières de l'installer, puisqu'au final, il y a deux étapes. Il y en a une où on va installer ce fameux serveur Node.js dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Donc cette étape-là, il y a plusieurs manières de le faire. La plus simple, c'est d'utiliser un outil qui est utilisé par tous les développeurs web, ou une grande majorité des développeurs web, c'est NPM. Donc Ouais. NPM, c'est un acronyme qui veut dire Node.js Package Manager. Alors dans le monde Microsoft, on a une sorte d'équivalent qui s'appelle Nugget. Donc peut-être que ceux qui connaissent Nugget pourront faire un petit parallèle. L'idée c'est qu'en fait c'est un outil qui a été créé par Node.js et qui permet de mettre à disposition des modules Node.js, parce que Node.js c'est que le moteur d'exécution et on en installe. Par exemple, Express c'est un module qu'on en installe aussi via NPM. Et ça permet aussi aux développeurs web, ça leur permet de récupérer des outils de développement ou de test. Donc c'est pour ça que naturellement on a déployé Vorlon, ou en tout cas une version de Vorlon dans NPM. Je Donc pense il qu'aussi suffit. qu'il y a de plus en plus, enfin je t'interromps, de plus en plus de développeurs web qui travaillent maintenant même dans les technos Microsoft, donc Visual Studio, etc. Bah, Microsoft se tourne aussi de plus en plus vers ce genre de technologie, hein, à supprimer en quelque sorte les nuggets pour du JavaScript et pour du web, et passer plus sur des technologies de type NPM par exemple. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, quand on le voit dans Visual Studio 2015, Ouais, c'est on ça. a une intégration à NPM directement. Il y a d'autres outils comme Bower et des choses comme ça. Ouais. Ce qui, moi, je trouve qui est très bien puisque ça permet de parler aux développeurs qui connaîtraient pas forcément Microsoft avec leur propre langage et leur propre techno. Et c'est une bonne idée, je Et trouve. puis il y a une communauté aussi d'outils qui existent déjà. Tu parles de Bower, tu parles tout ce qui est minification. Pour le moment, on utilisait des outils en gros développés quasiment sur mesure pour les développeurs Microsoft, alors qu'ici on peut utiliser les mêmes outils que ceux qui développent que ce soit du PHP, que ce soit en Java ou ce qu'on veut derrière. C'est les mêmes outils, Exactement. c'est les mêmes packages NPM utilisés. Donc c'est pas mal. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, c'est plutôt bien. Donc du coup, on a une instance de Vorlon, enfin une version de Vorlon qui est déployée dedans. Dès qu'on a une version majeure ou mineure, on la met à jour. Donc il suffit de faire en ligne de commande un npm install -g pour l'installer de manière globale sur tout le PC et Vorlon. Donc on fait juste ça. Il faut au préalable avoir installé, mais c'est marqué sur le site web, hein, il faut installer Node.js pour récupérer cet outil npm en local, et puis aussi pour exécuter Vorlon derrière. Donc une fois qu'on a fait cette ligne de commande là, on tape juste Vorlon, on fait entrer, et ça démarre le serveur qui va bien pour faire tout ce dont on a besoin. Donc ça c'est la première chose. Donc Mhm. pour installer ce serveur-là, soit on fait comme ça, soit on va aller récupérer, on veut vraiment récupérer la toute dernière version, donc pas celle qui est publiée, mais une version intermédiaire, parce qu'il y aurait, je sais pas, un bug qui a été corrigé éventuellement. Donc là, il faut cloner l'entrepôt GitHub, donc avec un git clone et puis le chemin qui va bien. Et ensuite, on se déplace dans le répertoire et puis on fait un npm install qui lui va aller récupérer tous les packages dont on a besoin parce qu'on les stocke pas dans le contrôle de code source dans GitHub, les récupérer en local et puis lancer la tâche de compilation qu'on fait avec Gulp, qui est aussi beaucoup utilisé dans le monde du web. Puis ensuite, on peut le démarrer en faisant un npm start par exemple et ça va démarrer le serveur. Donc c'est la même chose. L'intérêt de faire la deuxième version, c'est d'avoir une version peut-être un peu plus à jour si on en a vraiment besoin. Et Oui. côté client, alors, comment ça va se passer? Alors côté client, donc une fois qu'on a ce serveur qui tourne, alors déjà chose importante, à partir du moment où on a démarré le serveur, on peut se rendre par défaut en local sur son PC, ça va être http://localhost
1337, voilà, qui a été pris au hasard, hein, le port. Au hasard. Je militais pour 1664, mais on a préféré Mais... 37. ça. Et donc, on navigue sur cette adresse-là et ça va automatiquement le positionner. Enfin, ça va démarrer le dashboard qui va être vide. Et en fait, ce dashboard-là, donc j'invite ceux qui écoutent à aller regarder potentiellement sur le site web pour voir à quoi ça ressemble. Mais sur le dashboard, on a sur une partie gauche une liste qui par défaut est vide, mais qui va être remplie par les différents clients qu'on veut débugger. Donc en fait, à chaque fois que je vais naviguer sur mon site web, il va apparaître là-dedans. Puis à droite, il y aura les différents outils qu'on peut utiliser. Et donc pour qu'un client apparaisse là-dedans, pour qu'un un site web apparaisse là-dedans pour qu'on est en train de débugger, il faut dans le site web qu'on veut débugger rajouter une ligne de code. Donc dit autrement, mon site web, je sais pas moi, un site de vente de carottes en ligne par exemple, si je veux pouvoir le débugger, il faut que dans les scripts tout en haut de ma page HTML, je rajoute une référence vers un script JavaScript qui s'appelle vorlon.js, la version la plus simple. Et donc ça, c'est un script qui est généré par le serveur qu'on vient de créer. Donc le serveur qu'on a installé, lui, il permet d'afficher le dashboard et aussi de générer ce fichier-là. Donc l'adresse en général, c'est http://localhost 2.1337 ou le port que vous avez précisé, puisqu'on peut le changer, /vorlon.js. Donc là, le serveur, il génère ce fichier et en fait, ça rapatrie dans le client, entre guillemets, toute la partie client dont on a besoin pour visualiser ce qui se passe sur ce client, remonter les informations en socket.io, etc. Et pourquoi il est généré par le serveur? Pourquoi c'est pas une version standard? C'est pourquoi des raisons de sécurité? Alors non, pourquoi c'est pas un fichier statique, tu veux dire? Un fichier statique, oui, c'est ça. En fait, à l'origine c'était statique et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que on a un système modulaire, donc les outils qu'on utilise pour débugger ces différents plugins. Ah oui, ok. Et en fait, ces plugins, ils sont pilotés par un fichier de configuration. Et donc à la volée, tu peux désactiver des plugins. Et si tu rafraîchis ta page, ce fichier-là, il contiendra le code des plugins que tu as demandé côté serveur. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dynamique parce que c'est en fonction de la configuration. C'est plus une personnalisation par utilisateur ou par développeur, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et puis après, il y a des sous-versions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est la version qui est minifiée par défaut. On peut demander la version max en faisant vorlon.max.js. Ah ouais. On peut lui demander une version sans socket.io parce qu'on peut le référencer par ailleurs, etc. Donc on peut un peu customiser ce truc-là. Mais par défaut, il n'y a rien à faire. On met cette ligne et automatiquement, il s'enregistre auprès du serveur. Puis il y a une autre manière de déployer, je reviens un petit peu en arrière là, de déployer Vorlon que j'ai un petit peu mise de côté, c'est le fait de pouvoir déployer dans Azure. Enfin, on en a parlé rapidement, mais donc encore une fois, on peut le déployer où on veut, hein. Azure, sur un serveur chez soi, Amazon, chez Google, enfin, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais on a un partenariat au niveau de Microsoft. Globalement, hein, pas moi, mais Microsoft Corp, avec GitHub, on fait plein de choses avec eux, dans Visual Studio, dans Azure et tout ça. Et en fait, on a la possibilité de rajouter un bouton. Donc ça, c'est si vous avez un projet GitHub, vous pouvez le faire, hein. On peut rajouter un bouton dans le README dans GitHub, dans son projet. Donc les gens, ils vont sur le repository GitHub et ils scrollent tout en bas. Et puis dans le README, il y a un bouton Deploy to Azure. Et quand on clique dessus, en fait, derrière, c'est lié à un fichier de config dans lequel on a dit j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de créer un site web dans Azure, de créer une base de données, ce genre de choses. Et ça va l'automatiser avec un formulaire. Donc du coup, je me connecte avec mon compte Azure, s'il faut que j'en ai un, bien sûr. Je peux en avoir un d'évaluation, par exemple. Et puis, il va me demander des infos du genre le nom du site web. Donc là, ça va être mon vorlon.js, quelque chose. Quelle souscription Azure sur laquelle je veux le déployer. Et je remplis tout ce qui va bien. Puis quand je fais next, il y a 3 étapes, ça me le crée et automatiquement, j'ai mon instance qui est déployée dans Azure. Du coup, par exemple, pour répondre à ta question tout à l'heure, Christophe, si tu veux pouvoir accéder à distance, et pas simplement sur ton PC ou dans ton réseau local, tu peux le déployer sur Azure, ce qui fait qu'après, dans ton client que tu veux débugger, plutôt que de mettre localhost, tu mettras le nom du site web Azure sur lequel il y a ton dashboard. Et puis, a priori, c'est très très simple. Le déploiement Azure, il est super facile. Ah oui, c'est extrêmement simple à utiliser. Ouais. Et donc Et ça s'installe directement sur un site web dans Azure, donc Node.js est supporté, enfin tout ce qu'il faut pour le faire tourner est évidemment déployé, je suppose, en même temps. Oui, tout à fait. C'est vraiment, une fois que tu l'as fait, tu cliques sur un lien et automatiquement, tu as ton instance qui tourne et ton dashboard, tout est fait. Tu n'as pas besoin d'aller dans la config. C'est ça, Ça, ok. ça fonctionne sur tous les types de sites, comme les sites ASP.NET? Alors, donc c'est une très bonne question. Donc le site que tu veux débugger, en fait, on ne débug que la partie cliente. Donc peu importe comment est généré ton site web, que ce soit de Derrière, on l'ASP.NET, s'en fiche.
du JSP, du Node.js, enfin tout ce que tu veux. Ce qui compte, c'est ce qui est affiché sur le C'est le client, sur le rendu, ouais, navigateur. c'est le Voilà. JavaScript, d'accord. Ouais. Donc Et, il n'y a pas d'impact. On n'est pas embêté par la techno qui est derrière, côté serveur. et justement, qu'est-ce qu'on débug, qu'est-ce qu'on a comme outil dans le dashboard, je suppose, puisque c'est ça que le développeur, celui qui veut valider le code, va avoir devant les yeux. Il a le dashboard. Il a donc, tu dis, sur la partie gauche, la liste des différents utilisateurs, des différents clients qui sont connectés, c'est ça? Tout à fait. Donc, et puis à droite, il a les outils qui vont l'aider à débugger. Et qu'est-ce Alors, qu'on a alors comme outils principaux? alors avant d'expliquer cette partie-là, Oui. je veux revenir un peu sur la notion de plugin. Donc quand on a créé Vorlon, c'est pour bien comprendre pourquoi on a ça et pourquoi ça évolue. Quand on a créé Vorlon, on voulait tout de suite donner une dimension communautaire à l'outil. Donc on voulait que ça soit pas uniquement nous qui participions, mais que n'importe qui puisse participer, comme c'est un projet open source, et on voulait le rendre le plus simple possible. Et donc c'est pour ça on a créé un système qui est modulaire, avec une façon de créer des nouveaux plugins ou des nouveaux outils qui soient assez simples pour que n'importe qui puisse le faire. Donc quand on a sorti l'outil en avril, enfin c'était à la build, ça a été annoncé à la build l'année dernière, quand on a sorti Vorlon, la première version, on n'avait que 3 plugins. Donc il y avait trois outils. Donc c'était, et on va démarrer comme ça la liste des plugins, il y avait le DOM Explorer qui est, pour ceux qui connaissent dans F12 ou dans les outils de dev ou même dans Visual Studio d'ailleurs, quand on débug un site web à partir de Visual Studio, ou maintenant même quand on débug une application XAML, il y a un équivalent aussi. C'est quelque chose qui nous permet de visualiser le code tel qu'il est à un instant T dans le navigateur. Parce qu'en fait, comme vous le savez certainement, quand on a un site web, on a le code HTML qu'on a écrit, il vient avec du code JavaScript souvent, qui peut modifier ce code HTML. Donc ce qu'on voit dans le DOM Explorer, c'est le code qu'on est en train d'exécuter dans le navigateur. Ça permet de voir par exemple, je sais pas, j'ai un petit décalage d'un contrôle, et j'ai du texte qui est un peu trop à gauche par rapport à ce que je pensais, bah, je peux voir directement quel est le code qui est utilisé pour m'afficher ça, et ça se trouve j'ai un petit problème et puis je peux le visualiser. Donc ça c'est le premier intérêt, c'est ça. Le second, c'est qu'on peut modifier en live aussi. Oui. Pour voir, bah tiens, si je rajoute telle balise HTML, ou si je modifie, bah, ça marche aussi pour le CSS, telle règle en style CSS, est-ce que ça corrige mon problème? Et je le vois en live. Donc ça, c'est-à-dire que j'ai mon dashboard qui est sur mon PC, je suis en train de débugger mon iPad, et je fais une modification, et en live, sur l'iPad, ça se réplique. Et du coup, je vois réellement l'impact de ce que je suis en train de faire. C'est ça, donc ce que tu fais, c'est tu caches un bouton, tu changes la couleur du texte et tu le vois en live directement sur l'iPad, ou l'utilisateur, s'il est à distance, il le verra directement sur son PC aussi. Exactement, donc c'est soit ça, soit des trucs plus subtils du genre changer une règle un peu compliquée CSS ou des choses de Ouais, ce c'est ça. type-là. Ouais. Vraiment, c'est très... En gros, pour ceux qui font du développement mobile avec du XAML, ce que tu modifies, c'est ce qu'on appelle l'arbre visuel dans le mobile, quoi. Dans Exactement. l'aspect XAML. Ouais. Ok. Tout à fait. Et donc on a un comportement qui est quasiment identique à celui qu'on a sur du F12. Deux, trois petits trucs qui changent, mais c'est quasiment la même chose. Et on peut même, quand on passe sa souris, donc on a le dashboard, faut bien imaginer, hein, avec l'arborescence des contrôles de ce qui est en train de s'afficher sur le périphérique qu'on débug. Et quand on passe la souris dans ce dashboard-là, sur des éléments HTML, donc une balise A, puis le P, etc., il se met en surbrillance en live Ah ouais. à distance. Donc on voit, tiens, est-ce que c'est bien cet élément-là que je suis en train d'analyser? Oui, c'est le bon, et donc je peux commencer à le modifier. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on fait dans le DOM Explorer. Donc ça, c'était un des premiers plugins qui était disponible. Il y en avait il y en avait deux autres. Donc il y avait le deuxième, c'était la console. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a à peu près dans n'importe quel développement, hein, même pas forcément JavaScript. Dès qu'on a une erreur qui est soit générée, soit ou dès qu'on log quelque chose, avec classiquement on utilise console.log en JavaScript. Dès qu'on fait ça, ça part normalement dans la console qui est disponible dans F12. Donc on voit la liste des erreurs qu'il y a eu, des messages qui ont été logués, tout ça. Donc ça, quand on est sur un périphérique à distance, ça marche de la même manière. Et donc on le voit, on le visualise dans Vorlon. Donc on a tout l'historique de ce qui s'est passé, qui a été logué, ce genre de choses. Et puis on a également, ça marche aussi si on a des outils compliqués. Enfin, des outils complexes, des objets complexes, je vais y arriver. Parce qu'en JavaScript, on peut loguer directement un objet et puis ça log toute l'arborescence de ce qu'il y a en dessous. Ouais, c'est ça. Et ça, on Tu le sur les petits visualise. plus et tu vois toutes les propriétés, tu descends dans toute l'arborescence de l'objet. Et donc, Exactement, ouais. ça, c'est faisable directement aussi dans Vorlon.js.
Voilà, dans Vorlon. Donc c'est un autre plugin par contre. Donc en fait, ça se matérialise sous un autre onglet qui s'appelle Interactive Console et tu peux faire ce genre de choses. Ça marche dans un sens et dans l'autre. C'est interactif parce que tu peux écrire du code dans une petite textbox et ce code JavaScript, quand tu appuies sur Entrée, il est envoyé sur le client et il est exécuté. Donc ça permet d'afficher une alerte ou de modifier l'état d'un objet ou une valeur de quelque chose pour voir si ça résout un problème X ou Y. Ouais. Voilà. C'est bien. Hein. Merci. Non. Et enfin, donc le dernier qui était disponible au démarrage, hein, et puis après il y en a plein d'autres, c'était le Modernizer. Alors Modernizer, c'est un outil c'est un framework, une librairie JavaScript qui est très très connue, qui permet de faire de la détection par fonctionnalité plutôt que de la détection par navigateur. Puisqu'en fait, un des principaux problèmes quand on fait du développement web, c'est que on a besoin de savoir qu'est-ce qui est disponible comme fonctionnalité. C'est-à-dire que comme ça marche partout sur n'importe quel navigateur, on ne maîtrise pas la version du navigateur du client. Donc si ça se trouve, on peut pas utiliser telle ou telle fonctionnalité parce que il a une version trop ancienne, etc. Historiquement, ce que les gens y faisaient, c'est que ils disaient alors si c'est IE en dessous de telle version, du coup je pense qu'il n'a pas accès à telle fonctionnalité, donc je l'utilise pas. Donc ça c'est pas bien parce que ça c'est compliqué à maintenir et c'est un peu à l'ancienne, on faisait ça avant. Et maintenant on fait plutôt de la détection par la feature detection, la détection par fonctionnalité. Et Modernizer c'est la librairie reconnue mondialement et même dans la galaxie pour détecter si une fonctionnalité est dispo. Par exemple, je dis, il y a quelque chose qui s'appelle IndexDB qui permet de stocker des données pour son site web en local sur le poste de l'utilisateur. On peut dire si c'est dispo, si ça existe, alors je l'utilise. Sinon, j'indique à l'utilisateur qu'il n'a pas le truc. Voilà, tout ça pour dire que nous, on a intégré Modernizer dans un plugin pour simplement dire sur le périphérique que tu es en train de tester, voilà ce qui est supporté. Voilà ce qui existe et ce qui marche, et voilà ce qui ne marche pas. Par exemple, si t'as pas de son alors que dans ton site web t'as du son, bah ça se trouve c'est parce qu'il y a Web Audio qui est pas activé sur ce navigateur-là parce que c'est un Android avec une version trop ancienne de Chrome, par exemple. Ouais. Et maintenant, quand tu parles, ce sont des plugins, mais il ne faut pas les installer. Et quand tu fais la procédure d'install dont on a parlé tout à l'heure, donc le npm par exemple, ça va directement placer au moins ces 3 plugins-là. Ouais, tout à fait. Alors, ça place d'ailleurs même plus que cela. Ça place tous les plugins. Il y en a certains qui sont désactivés par défaut, mais ça les place toutes. Et il y en a une dizaine à peu près qui est activée. Donc, effectivement, Alors, pour l'instant. on peut les citer là. On peut les là, citer. C'était les 3 premiers. Donc Voilà. là, vraiment, quand la première version est sortie. Mais il y en a quand même des autres qui sont vachement bien maintenant. Et au hasard, je sais pas, je vais prendre. Moi, je vois l'unit test. Voilà, donc unit test, il y en a plein, Par et exemple. justement, ce qui est, par exemple, au hasard, ce qui est très bien, c'est que justement, à partir de là, il y a eu la communauté qui a participé, donc il y a eu des Français et des Américains aussi, donc on était assez contents de ça, et tous les autres plugins, ils ont été majoritairement faits par d'autres personnes, on a contribué un petit peu, mais ils ont été majoritairement faits par d'autres, et nous, on se concentre un peu sur le cœur, donc là-dedans, il y a le unit test qui permet de d'exécuter des tests unitaires à distance, donc de dire... tout le monde connaît le principe des tests unitaires, même si quand on est développeur, il faut avouer qu'on le fait pas toujours. Mais on connaît le principe. C'est Hein. pas bien. Il faut faire les tests unitaires. Voilà, c'est-à-dire que dès que tu dis ça à quelqu'un, il dit non, mais c'est pas bien. Moi, Voilà. ici, j'ai fait un jour, je crois. Euh, donc là, en tout cas, on essaie de simplifier ça. Donc, il y a plein de frameworks de tests unitaires qui existent en JavaScript. Il y en a un qui a été choisi ici par la personne qui l'a fait, qui est QUnit. Et donc, quand on est dans cet outil-là, on peut simplement soit aller parcourir, chercher un fichier JavaScript qui contient les tests, soit les saisir dans une zone de saisie de texte. On clique sur Run et ça va, à partir du dashboard, les exécuter à distance sur le site qu'on est en train de tester. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a eu à faire dans le site client, c'est simplement référencer le script Vorlon.js, puisque la personne qui a créé le plugin, elle a mis dans le plugin, il faut aussi référencer tel fichier JavaScript, qui est qunit.js, parce qu'il y a besoin c'est un framework, hein, donc il y a besoin d'un fichier, et ce fichier-là, il est automatiquement référencé dans le site web, il a été fait tout seul par le plugin. Ouais. C'est très clair ce que j'ai dit. Mais... Oui, tout à fait, oui. Ça, on retrouve tous les fichiers JavaScript nécessaires pour pouvoir utiliser, dans ce cas-ci, les tests unitaires et le framework QUnit pour l'utiliser. C'est ça, si je comprends. Exactement, et ce que je voulais un peu mettre en avant, c'est que si quelqu'un qui crée un plugin, n'importe lequel, s'il a besoin d'un fichier qui n'est pas référencé par défaut par Vorlon.js, il peut, dans la manière de créer le plugin, il va simplement l'indiquer, le lister et le mettre à côté de son fichier de son plugin, et il sera automatiquement envoyé et référencé correctement dans le client.
Ouais, ok. Ouais, c'est très facile du coup pour le mec. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'Objet Alors, Explorer, Network tout- Monitor, tous les trucs qui sont voilà, maintenant par défaut, hein, ces objets qu'on voit ici à l'écran si vous regardez le slide. exactement. Donc on a Object Explorer, lui, c'est quelque chose qui permet de visualiser à un instant T tous les objets, toutes les variables qui sont dans l'arborescence, donc ça qui commence à window quand on est dans un site web. Tout ce qui est en dessous, on peut déplier, voir l'état de toutes les variables. Donc ça c'est super pratique pour comprendre ce qui se passe à un moment donné. On peut chercher à l'intérieur. On a Network Monitor qui lui permet d'avoir la liste de toutes les ressources qui ont été téléchargées par le client. Parce que le web, c'est simple, on télécharge une première ressource qui est généralement un fichier HTML, et puis dedans, le navigateur lui regarde, il fait alors il me faut aussi une image, un fichier CSS, etc. Il les télécharge, et donc on voit du coup la liste de ces différentes ressources, fichiers JavaScript, images, tout ça qui sont téléchargés, et puis on voit le temps que ça a pris, est-ce Ouais. que ça a bien marché, et puis un petit truc qui s'appelle le waterfall, qu'on a aussi dans F12 qui montre quand a commencé le téléchargement, quand il s'est fini et si ça a été fait de manière séquentielle ou asynchrone, si jamais on a ça. Ça, c'est génial, effectivement, comme composant, parce que moi, perso, dans tous les développements JavaScript ou web qu'on fait, je veux dire, c'est ce qu'on doit souvent utiliser pour voir notamment la gestion des performances. Et Est-ce donc, que c'est énergivore ou pas, oui, en c'est ça, fait? voilà, c'est Ouais. ça. Et donc là, tu as les informations du client. Tu n'as pas les informations, évidemment, toi, quand tu fais tes tests en local, qui en général marchent toujours bien, mais tu as vraiment l'état réel de l'utilisateur final qui est en train de travailler. Tu as vraiment le nombre de millisecondes qu'il a mis Louis pour pouvoir télécharger telle ressource ou tel fichier JavaScript ou telle image, quoi. Exactement. Un très bon exemple de ça, c'est quand on fait un site web qui est utilisé dans des pays différents. Si par exemple il est hébergé en France et qu'il y a quelqu'un qui accède depuis les États-Unis, ça se trouve il y a un fichier qui est pas optimisé ou quand on est en local on se rend pas compte, ça va très vite, mais dès Ouais, qu'on c'est est à ça. distance, ça devient plus compliqué. Là on arrive à l'identifier, donc c'est pas mal. Effectivement pour ça. Ouais, ok. Une question qui me vient comme ça un peu, enfin sur le moment. Ici, on parle donc des aspects de débugage, mais en pratique, ça veut dire que ce fichier de liaison sur vorlon.js, on doit le mettre évidemment dans tous les clients, je veux dire dans le site web, et donc les clients, tout l'ensemble des clients vont avoir cette liaison vers le vorlon.js. Alors Mais, c'est une bonne. Ah pardon, t'as pas fini ta question? mais c'est justement en termes de performance, donc mais je crois que tu me vois venir, comment ça se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, vous envoyez en permanence toutes les infos, et là je suppose qu'on explose le réseau, ou bien ça se passe autrement? Alors, donc effectivement, on déconseille, c'est extrêmement gourmand en performance. On essaye de faire de l'optimisation, on en a fait plein sur DOM Explorer parce que c'était très compliqué à un moment donné. Donc on essaye d'optimiser au maximum, mais on déconseille de l'utiliser en prod en permanence. Donc ce qu'on peut faire, par contre, on a prévu le coup évidemment. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut indiquer que, enfin, quand on référence le fichier JavaScript vorlon.js, on peut rajouter un paramètre derrière pour lui dire, tu références le fichier, mais tu démarres pas la connexion au dashboard. Ouais. Donc le scénario, c'est voilà, il y a un truc où on dit on démarre pas tout de suite. T'as mis Donc un le, gros interrupteur, quoi. Il y a un gros Exactement, interrupteur qui. exactement. Et d'ailleurs sur notre doc, il y a une documentation sur comment utiliser Vorlon en prod. Qui indique justement ça, donc de référencer ce fichier-là, et puis ensuite de rajouter. Donc, imaginons un scénario, qui est celui qu'on nous demande le plus souvent, c'est j'ai un site web et puis je fais du support occasionnellement parce qu'il y a des problèmes d'affichage ou des choses comme ça. Donc il y a un client qui vous appelle, qui vous dit j'ai tel problème, et il faut que dans votre site web à l'avance vous ayez rajouté quelque part un bouton qui dit activer Vorlon. Donc on clique une fois dessus et donc vous lui dites allez dans telle page, cliquez sur le bouton pour démarrer. Donc ça démarre du coup Vorlon, il se connecte, vous le voyez dans le dashboard et vous pouvez cliquer dessus et le débugger à ce moment-là. Donc comme ça l'avantage c'est que le fichier il est là, il fait rien tant qu'on lui demande pas de faire quelque chose. C'est ça, oui, c'est ça. C'est uniquement les utilisateurs qu'on veut à ce moment-là débugger. Et donc, c'est même utilisable en production, du coup. Voilà, tout à fait, oui. Ouais, ça c'est cool, pas mal. Donc il y avait d'autres petits plugins. Alors je sais pas si ça vaut le coup Best de passer tous practice, en parle-nous un détail, peu de mais ça. alors ça Intéressant, c'est celui-là. le meilleur. Celui-là c'est le meilleur. Donc il a été, non c'est pas le meilleur, c'est un de, Un de tes c'est un préférés? de mes préférés pour plein de Voilà. raisons. Il y a eu une énorme contribution d'ailleurs de Guillaume Leborgne, je le cite parce qu'il a fait un énorme travail là-dessus, un très bon Ouais. travail. Et donc en fait là-dedans on a l'objectif. Je vais expliquer l'idée derrière ça. C'est que pendant très longtemps, le web, c'était une bataille entre des navigateurs, de celui qui était le meilleur, qui avait le meilleur support des standards ou de je sais pas quoi. Maintenant, on n'est plus dans ce mode où on essaye d'avoir, nous en tant que Microsoft en tout cas, et les autres aussi, hein, ça se confirme, dans un mode où on dit, bah moi j'ai les meilleurs trucs et tout ça. Ce qu'on veut simplement, c'est
on s'est recentré sur le contenu et sur le web. Ce qui compte dans le web, c'est partager du contenu, que ça s'affiche bien partout. Et au final, pour que ça s'affiche correctement partout, peu importe les navigateurs d'ailleurs, on a pas seulement besoin de respecter les standards, c'est pas suffisant. Il faut aussi respecter un ensemble de bonnes pratiques qu'on a appris au fur et à mesure, puisque le web maintenant on commence à avoir une certaine expérience. Donc il y a notamment celle que je citais tout à l'heure, hein, qui était le fait de ne pas faire de détection de navigateur, mais de faire la détection de fonctionnalité. C'est une des bonnes pratiques qui existent, mais il y en a plein. Et c'est des choses qu'on peut analyser de manière automatique. Donc on a un outil qui existe depuis très longtemps chez Microsoft qui s'appelle un outil de scan statique. Sur lequel on peut avoir il y a l'adresse, vous pourrez la retrouver, je pense, peut-être sur la page du podcast, où on peut la donner, c'est dev.modern.ie, donc vous allez juste là-dessus, et il y a quelque part dans outils ou tools, suivant la langue dans laquelle vous êtes, et il y a un outil de scan statique, vous mettez votre URL, et ça vous donne un résultat d'un certain nombre de règles. Donc l'inconvénient de cet outil-là, enfin, il est très bien, mais il a ses limites parce il scanne statiquement la page, il la télécharge, puis il fait des scans à l'intérieur. Dans Vorlon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est au runtime. Donc on peut exécuter des choses puisqu'on a le navigateur sur lequel c'est en train d'être exécuté. Donc on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les outils, les scans qui sont là-dedans, et puis qui étaient déjà dans notre outil de scan classique. On les a améliorés grâce à l'expérience dynamique qu'on a dans Vorlon, et pas simplement d'analyse du code purement statique. Donc ce que ça va donner comme résultat, c'est est-ce que tu as bien minifié tous tes fichiers pour que ça soit pas trop gros, est-ce que tu fais pas du browser detection, est-ce que est-ce que tu n'envoies pas un contenu différent à tous les navigateurs, par exemple, pour justement pas se comporter différemment si c'est un Chrome ou un Firefox ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc ça, c'est des règles de bonne pratique assez classiques. On a également un des trucs qui nous tient le plus à cœur depuis très longtemps déjà, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui chez Microsoft, c'est l'accessibilité. D'ailleurs, petite parenthèse sur ça, Satya Nadella, notre PDG, a embauché quelqu'un qui est en tout cas a créé un poste de l'accessibilité qui est très haut placé et qui va le prendre en considération comme étant une des problématiques principales vues par Microsoft. Donc l'accessibilité, je pense que ça parle à tout le monde, c'est simplement faire en sorte que l'informatique en général, et là pour le web, soit accessible à n'importe qui, peu importe si on a un handicap X ou Y, si on est malvoyant ou non-voyant, donc quelqu'un qui est aveugle doit pouvoir avoir accéder au contenu sur Internet de la même manière que quelqu'un qui voit correctement. Et donc pour ça, respecter les standards, c'est pas toujours suffisant. Il y a aussi plein de choses à faire. Qui peuvent être intéressantes, et donc on avait une première version qui avait été créée par Guillaume notamment, et on l'a enrichi avec une intégration d'un outil qui a été créé par une boîte aux États-Unis qui s'appelle DEQ, D-E-Q-U-E, qui est spécialisé en accessibilité justement, et cet outil, c'est un framework gratuit qui s'appelle AXE. A-X-E. On l'a intégré dedans, il y a 700 règles qui sont analysées et qui nous remontent des informations du genre, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça nous remonte des infos du genre, le bouton qui est là, il a un contraste qui est trop faible par rapport à l'image qui est juste derrière le bouton, du coup quelqu'un qui voit pas très bien, il risque de pas le voir parce que ça ressort pas assez. Ah ouais, c'est Donc costaud, hein. voilà, donc ça c'est pas nous qui l'avons fait, nous on a juste intégré cet outil-là, hein, on s'est appuyé sur l'excellent travail qu'ils ont fait. Et l'avantage c'est que en tant que dev, moi perso, je me rends pas compte de la différence de contraste, ou en tout cas moi je vois bien, j'ai la chance de bien voir. Donc du coup c'est pas un problème que je vois naturellement. Donc là ça va m'aider en tant que dev web, et ça, on espère que ça aide plein de personnes à essayer de comprendre ce qui pourrait améliorer sur cette partie d'accessibilité. Voilà. Ouais, pas mal. Voilà, puis après on a d'autres choses, par exemple, est-ce que pour le web mobile, par exemple, est-ce qu'on a bien les icônes pour je sais pas, toutes les plateformes, est-ce qu'on peut faire des icônes spécifiques par plateforme, est-ce que on définit bien le bon viewport, c'est la taille d'affichage, ce genre de choses. Et puis des choses que j'ai déjà citées pour les performances avec les fichiers minifiés et ce genre de choses là. C'est ça. Et donc tout ça effectivement se base sur des plugins. Ici, on parle de plugins, mais tu l'as déjà dit, donc je suppose qu'il y a moyen de créer ses propres plugins, puisque certains l'ont déjà fait, et de venir rajouter ses propres plugins pour son propre développement à l'intérieur du système, sur son site internet à soi, et peut-être le rendre à ce moment-là accessible à la communauté ensuite. Tout à fait, ouais. Ça se passe comment? C'est compliqué à faire?
Alors donc j'ai écrit un billet de blog sur le sujet qui est en anglais, mais que c'est moi qui l'ai écrit, hein, c'est un Français qui l'a écrit, donc c'est assez facilement compréhensible, je pense. Parce qu'on n'a pas encore de doc pour l'instant pour la création de plugins, et puis de toute façon, on est dev, donc on a un peu du mal à faire des docs, et puis en tant que dev, on préfère souvent les samples pour comprendre un petit peu. Donc j'ai un sample qui permet de creuser un petit peu la techno. Puis là, j'ai ma blague préférée qui est même si on peut se dire que sample on peut pas creuser. Ça nous permet quand même de creuser un petit peu, Ça, c'est fait, c'est passé. creuser un petit peu la tech. Vous êtes les derniers à qui je vais la faire, je pense, parce que sinon Ouais, les gens mais ça va aller. 50 fois, ça va aller, ça suffit. Voilà. Donc en tout cas, il y a un lien donc bit.ly, donc bit.ly/vorlon plugin, qui redirige vers cet article-là, qui est pour l'instant la documentation la plus complète. Il y a peut-être 2-3 trucs qui sont plus à jour. Faudrait que j'aille jeter un œil d'ailleurs. Je vais regarder parce que ça bouge quand même assez souvent, mais dans l'ensemble, c'est quand même ça reflète ce qu'on doit faire. Donc c'est assez simple. Toute la partie tuyauterie. Donc tout ce qui est communication entre le mobile et puis le dashboard, etc. Tout ça, c'est géré pour vous. Donc vous avez simplement 2 fichiers à créer. Un fichier qui est la version client du plugin, donc c'est celle qu'on va envoyer au client, ce qui est à distance, et puis un fichier qui est celle qui va qui est qui s'appelle dashboard.js, enfin mon plugin.dashboard.js, qui elle est d'exécuter dans le dashboard. Donc en fait, il y a 2 parties à votre plugin, c'est logique, hein. Il y a celle qui va collecter des données ou faire des trucs sur le client et qui va les packager et les envoyer au dashboard, et puis il y a celle qui est côté dashboard qui va récupérer ces données et puis les afficher dans le dashboard. Et Quand donc quand c'est côté client, ce ne sont jamais que de la machinerie. Je veux dire, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas possibilité d'interagir visuellement avec l'utilisateur. alors il y a c'est pas enfin tout est possible, c'est du JavaScript, donc on C'est vrai. pourrait très bien imaginer afficher quelque chose s'il y a besoin, ou pour l'instant on n'a pas eu de plugin qui ont fait ça, mais pourquoi pas. Mais typiquement c'est effectivement c'est majoritairement ça va être de la collecte de données et puis du packaging dans un objet. En fait, pour envoyer d'ailleurs l'objet, hein, c'est on crée un objet JavaScript, Mhm. on le passe à une fonction donc qui s'appelle send to dashboard, qui est assez qu'on a créé pour vous. Send to dashboard, ça l'envoie au dashboard, et puis côté dashboard vous avez un événement qui s'appelle alors le nom c'est genre when received object, je sais pas quoi, from client. Ouais. Enfin, peu importe, il y a un truc, et on récupère avec l'objet en paramètre et on a notre objet tel qu'on l'a envoyé. Donc c'est super simple à utiliser. Et donc, non, mais donc globalement c'est ça, c'est du packaging de données qu'on renvoie. Mais on a aussi l'autre sens, c'est-à-dire que le dashboard peut dire, je prends un exemple. La console, quand on envoie une ligne de commande, en fait, c'est une ligne de commande qui est envoyée sous forme de chaîne de caractères au client, et le client, lui, il l'exécute, enfin, la partie cliente du plugin Interactive Console va l'exécuter dans le client. Ouais, Précise. ouais, Voilà. ouais. Donc on peut imaginer les deux, c'est tout à fait possible, mais majoritairement, tu as raison, c'est plutôt collecter des données sur le client et puis les afficher dans le dashboard. Et comment ça va se passer en termes plus d'aspect sécurité? Parce qu'ici, effectivement, tu dis on peut créer côté dashboard une chaîne de caractères avec une commande. Bah, la commande peut être simple, mais elle peut être évidemment très, très dangereuse pour le navigateur, enfin pour le site web. Ça va me dire on risque de faire péter que le site web, mais quand même, quoi. Donc de l'injection de données, de l'injection de code, etc. Il y a moyen de bloquer ou de s'assurer qu'on ne communique que entre le dashboard et le client? Alors, on ne communique que entre le dashboard et le client, puisqu'en fait, le web est fait de telle manière que quand t'exécutes ton site web dans ton navigateur, t'es cloisonné dans le navigateur. Donc le code JavaScript pourra jamais sortir ou toucher un autre onglet, etc. Sauf si t'as créé un add-in, type un add-in Chrome par exemple, et là on parle pas du tout de ça. Donc tu peux pas sortir du contexte de l'onglet ou du navigateur dans lequel tu es. C'est ça, mais Donc, si tu voilà, veux déjà, récupérer, imaginons tu es dans un formulaire, toi tu crées un plugin et dans le formulaire tu demandes à l'utilisateur d'écrire son login et son mot de passe, tu pourrais éventuellement récupérer ce genre d'informations. Tu vas me dire c'est toi qui as placé le plugin, donc tu es censé donc peut-être savoir ce que tu fais. il y a quand même un cas où c'est effectivement, non, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le conseille pas en prod tout le temps, activé. Mais il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que effectivement, ce que tu dis, c'est qu'en fait, bah, c'est toi le owner du site. Donc, si tu veux récupérer les informations du login mot de passe, je pense que t'as pas besoin d'attendre Vorlon pour le faire. Tu peux très bien te l'envoyer toi-même, C'est vrai. vu que tu es le créateur du site. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est qu'on peut très bien avoir Vorlon qui tourne dans un processus qui est exposé en HTTPS. Donc, on peut sécuriser la communication entre le client et Vorlon. Et si jamais on est dans le cas où on a Vorlon qui est exposé sur Internet, dans Azure par exemple, Mhm. là on peut le protéger avec un login mot de passe
qui permet dès qu'on veut accéder au dashboard, nous demande ce login mot de passe, ce qui fait que n'importe qui ne peut pas accéder à ça et faire ce qu'il veut avec les différents clients. Ouais, c'est ça, ok. Mais ça reste, je préfère être complètement transparent, on n'a pas de mécanisme poussé qui va empêcher de l'injection, des choses comme ça, puisque justement c'est ce qu'on fait. Donc on l'empêche pas, et il faut bien l'avoir en tête quand on l'utilise. Si on veut utiliser dans de la prod, il faut sécuriser avec de l'HTTPS, etc., etc. Ouais, ok. Et donc là, tu dis donc là, on peut facilement et rapidement créer ses propres plugins et on peut aussi, je suppose, ensuite les activer ou les désactiver. Si on n'a pas envie d'avoir toute la liste pour des raisons ne fût-ce que de performance ou de trafic réseau, il y a moyen de, on voit avec un fichier config.json par exemple, venir désactiver les éléments, c'est ça? Exactement, dans l'arborescence de Vorlon, il y a un fichier qui s'appelle config.json, très précisément, dans lequel il y a la liste de tous les plugins. Et puis on peut, alors il y a un booléen, on met true false pour l'activer, puis il y a 2-3 paramètres aussi. Et automatiquement il sera activé, désactivé, et il ne sera pas envoyé, le code ne sera pas envoyé, donc il y aura uniquement ce qu'on a réellement dit. Donc on peut très bien avoir un Vorlon dans lequel on a créé son propre plugin et on n'utilise pas du tout les plugins par défaut. Ouais, ok. Non, c'est très bien. Il vaut mieux avoir. J'ai déjà un site. Ça va être embêtant d'installer Vorlon après coup. Pas du tout. Alors Ou c'est une alors bonne... c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en amont dès le départ de la Non, création d'un non, site web. pas du tout, et je vais faire une petite parenthèse avec le proxy d'ailleurs. C'est je sais pas si c'est là que tu voulais m'amener, mais en tout cas je vais en parler. Ah ouais, c'est ça. J'ai le micro maintenant, je parle, je m'arrête plus. Donc non, donc il y a deux choses. La première, c'est que c'est pas compliqué d'ajouter Vorlon, peu importe là où t'en es dans ton processus de dev, même si t'es déjà en prod. Il suffit entre guillemets de rajouter une ligne de code dans ton fichier HTML, de le republier et c'est terminé. T'as activé Vorlon sur ton client. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est que t'as peut-être pas envie de l'activer ou t'as peut-être pas les moyens ou t'as détecté un bug sur un site web, c'est pas le tien et tu voudrais débugger avec Vorlon en local sur ton PC pour envoyer peut-être un rapport de bug à la personne qui fait les sites web un peu plus détaillé. Dans ce cas on peut utiliser le proxy. Donc le proxy, le principe c'est qu'en fait, j'ai un peu menti tout à l'heure, où j'ai omis un petit bout, c'est que quand on démarre Vorlon, il n'y a pas un process Node.js qui démarre, il y en a deux. Donc il y a celui qui fait tout ce dont on a parlé maintenant, qui affiche le dashboard, qui génère le fichier JavaScript client et tout ça. Et il y en a un deuxième qui joue le rôle d'un proxy. Donc un proxy, qu'est-ce que c'est? On prend la base de l'explication. C'est un truc qui tourne sur quelque part, dans lequel on a des requêtes ou des choses qui vont passer. Donc là, un proxy HTTP, c'est ça. Donc j'ai des requêtes HTTP qui passent dedans avant de m'arriver à moi ou avant d'arriver à mon navigateur. Et du coup, dans le proxy, j'ai la possibilité de faire des choses. Soit, dans certains cas, c'est utilisé pour contrôler, pour de la sécurité, d'éviter qu'il y ait des choses qui passent, ou par exemple dans les entreprises, c'est utilisé pour éviter que les gens aillent sur des sites d'adultes, par exemple, ou des sites web qui sont considérés comme non productifs. Donc, il y a des entreprises qui, à tort ou à raison, empêchent les gens d'aller sur Facebook. Ça, c'est grâce à un proxy, parce qu'en fait, dès qu'on accède à Internet, on a le proxy qui est activé à travers ça, et toutes nos requêtes passent par ce proxy. Donc ça, c'est pour faire la petite parenthèse proxy. Dans le cas de Vorlon, c'est la même chose. Sauf que c'est moi qui choisis ce que je fais passer à l'intérieur. Donc, je vais reprendre la problématique de base. Imaginons que je veuille débugger Bing.com. Donc on est d'accord qu'on n'a pas accès à Bing.com, on ne peut pas rajouter un script à l'intérieur. Donc pour pouvoir le débugger et injecter le script JavaScript, on a ce proxy-là. Donc techniquement, c'est très très simple, hein, même si derrière c'est assez compliqué, mais c'est très simple à utiliser. On a une URL spéciale qui est là où vous avez mis votre Vorlon, donc par exemple en local, localhost.1337/ HTTP proxy. On saisit ça, on arrive sur une page dans laquelle on a une petite zone de texte, on met son URL, et puis on appuie sur Entrée. Et ce qui se passe, c'est que il nous affiche un dashboard particulier, qui est le même, mais qui est séparé du dashboard classique. Et puis surtout, il nous affiche le site web qu'on lui a donné dans l'adresse, mais on ne navigue pas directement dans le site web, on navigue sur une URL un peu particulière qui est localhost.5050, enfin c'est le port par défaut, / l'URL qu'on veut visiter. Donc par exemple, ça va être / www.bing.com. Ce qui fait que quand je navigue là-dedans, en fait, j'appelle pas directement le serveur de Bing, j'appelle en fait le proxy qui est sur localhost.5050. Et ce proxy-là, lui, il va faire la demande à Bing. Donc il va dire, hey, on m'a demandé telle page, donne-la moi. Il la récupère dans son process Node.js, il injecte à l'intérieur le fichier JavaScript et il renvoie à mon navigateur la version avec le fichier JavaScript Vorlon dedans. C'est un fiddler online, on va dire, Voilà. light. C'est pas mal. Donc, Je sais pas si j'ai donné peut-être trop d'explications, c'était pour expliquer vraiment le concept. Non, c'est bien. Donc, et c'est vrai que du coup, ça permet sur un site web existant, même qui a été développé il y a 3-4 ans,
d'utiliser ce proxy, d'entrer l'adresse du site web existant et tu te retrouves avec les mêmes fonctionnalités, avec le même dashboard. C'est-à-dire t'as Exactement, c'est la même chose. En Ah fait, c'est comme si on injecte le même script, donc on a le même résultat, exactement la même chose. Et alors par contre, petite précision, parce que souvent les gens me disent, oula, mais alors du coup, là, tu peux modifier n'importe quel site. Il faut absolument que je passe par cette URL qui passe à travers le proxy. Donc si je navigue sur Bing sur mon PC au même moment, mais en direct, j'ai pas la version avec Vorlon et c'est la version normale de Bing. C'est le fait de le mettre à concaténer à l'URL de mon proxy qui fait qu'elle passe à travers. Et que du coup, je le récupère comme ça et j'y ai accès à partir de Vorlon. Mais c'est le même dashboard, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Et donc tu as accès à toutes les fonctionnalités, les mêmes plugins, tout passe de la même manière. Et... Exactement. Non, très bien. Tu as déjà des noms de projets, enfin, tu connais des projets, des sociétés qui utilisent déjà Vorlon.js, que ce soit en débugage ou même en production? Alors, oui, je peux pas toutes les citer. Et il y en a une qui s'appelle, quelqu'un que je connais de chez Alza Création, je sais pas si vous connaissez, je Si, pense que vous connaissez, hyper cool. certaines personnes là-bas l'utilisent pour débugger sur mobile, justement, typiquement. Et après, il y a d'autres personnes de grosses sociétés, mais que je peux pas citer, malheureusement. Dès que je pourrai, je vous le dirai, vous pourrez peut-être le rajouter sur le podcast. Et globalement, les retours qu'on a, alors c'est un des inconvénients d'avoir un outil qui est open source et qu'on peut installer où on veut, c'est qu'on ne sait pas qui l'utilise. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Donc les seules choses qu'on a comme indication, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a sur le projet GitHub. Donc là, on est quasiment à 2000. Si vous pouvez m'aider à arriver à 2000, ça me permettrait d'ouvrir une bouteille de champagne qui traîne depuis longtemps pour ça. Et puis, donc ça, c'est la première indication. La deuxième, c'est les issues qui remontent sur GitHub, donc les erreurs ou les nouvelles idées qui arrivent. Donc là, je sais pas combien on est, il faudrait que je regarde, mais on est à quelques centaines, enfin 200, 300, quelque chose comme ça. Et puis le nombre de pull requests aussi, qui arrivent directement sur le projet GitHub. Donc là, on doit être à 140, je pense, quelque chose de ce type-là. Donc c'est un indicateur de la vie d'un projet open source. Sur l'utilisation, après, c'est assez compliqué, hein. Donc le seul, j'ai des gens en conf qui me disent j'utilise, c'est cool pour telle et telle raison et tout ça. Donc il y a des gens qui me disent qu'ils l'utilisent. Ça me rend plutôt heureux. Et puis de plus en plus de gens le connaissent aussi quand je vais en conférence et que j'en parle. Les gens ils viennent plus parce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc avec un nom bizarre. Ils viennent plutôt parce qu'ils en ont déjà entendu parler ou ils l'utilisent déjà et puis ils ont des questions. Donc ça a évolué, là ça fait à peu près 1 an maintenant que ça existe. Ça a vraiment évolué au fil du temps à les gens ils sont passés ils sont curieux à ils veulent aller plus loin, ils l'ont déjà utilisé ou ils pensent à l'utiliser. Donc c'est un petit peu ça. Mais encore une fois, c'est n'importe qui le télécharge et l'installe, on n'est pas au courant quoi. Donc, donc voilà. Donc par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est un témoignage, mais un sondage peut-être, ça serait une bonne idée, voir qui l'utilise et tout ça. Ouais. Ouais, les références, quoi. Les références, c'est sympa. Ça fait... Parce que bon, sur le site, votre site, il est très bien foutu, hein, le site. Mais c'est vrai que vous pourriez avoir un petit truc, les premières références, ce serait pas mal, ouais. Ce serait cool. Nous-mêmes, on l'utilise nous-mêmes. Mais bon, effectivement, ouais, je vais réfléchir à cette partie-là, c'est pas bête. Ok, ben c'est parfait. Donc, si je résume très rapidement, donc on a passé un peu toutes les fonctionnalités de Vorlon.js. Donc c'est en très gros résumé un outil de diagnostic, on va dire que c'est le F12, mais un outil de diagnostic distant de nos pages HTML et JavaScript. Donc l'avantage c'est qu'il est aussi construit donc, sur des technologies récentes, éprouvées, et bah, il se base sur des plugins, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les projets qu'on peut retrouver, donc ça c'est bien. Et donc ça permet ainsi de l'étendre très facilement, et donc on retrouve ainsi des dizaines, je pense déjà des dizaines de plugins qui permettent de débugger nos sites web à distance. Alors on en a déjà parlé, mais donc si vous voulez retrouver plus d'infos sur Vorlon.js, vous allez en retrouver sans problème sur le site vorlonjs.com ou .io. Et dès la page d'accueil, il y a une présentation vidéo d'1 minute 30 à peu près qui va montrer un peu tout le fonctionnel, comment ça marche, à quoi ça ressemble. Et alors il y a aussi un tuto très complet que tu as fait avec Channel 9. Il est lui en anglais, mais en une vingtaine de minutes, bah, tu reprends un peu tout ce qu'on fait ici, mais avec la vidéo aussi, bien qu'on l'a. Mais donc en anglais, donc on a l'avantage nous d'avoir tout ça en français. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si Christophe, toi tu souhaites ajouter quelque chose? C'est peut-être Étienne qui va vouloir rajouter, parce qu'on va pouvoir citer quand même tes collègues de travail. Exactement. Alors, donc, avant même de les citer,
Je voulais rajouter aussi on vient d'apporter le support de Node.js aussi. Donc on peut débugger plutôt que de débugger un site web. On peut maintenant s'accrocher à un processus Node.js qui tournerait à distance parce que maintenant Node.js on en fait de plus en plus. Ça tourne à distance donc sur Azure ou sur Amazon ou je sais pas quoi. Donc on a besoin de débugger à distance. Ça peut être intéressant de l'avoir. Et puis on l'a aussi dans des objets connectés. Donc par exemple dans un Raspberry. On peut faire tourner du Node.js et donc on n'a pas d'écran donc ou en tout cas difficilement donc on peut avoir quelque chose qui nous permet de débugger à distance. Donc ça c'est une des nouveautés qu'on a apportées et plein d'autres. On a plein d'autres idées également et donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec donc de chez Microsoft. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Donc il y a David Catu, David Rousset que j'ai déjà cité, Pierre Lagarde également. Et puis on a des gens qui ont rejoint l'équipe récemment. Donc il y a Sébastien Pertus que vous devez connaître certainement, et Julien Coriolan aussi, qui bosse lui plutôt sur la partie DevOps et qui nous a outillé pas mal DevOps, donc Vorlon. Donc maintenant, quand quelqu'un vient pour faire un pull request, donc nous propose une nouvelle modif, ça passe d'abord dans un process de build qui est dans Visual Studio Team Services et qui ensuite indique dans GitHub, c'est bon, il y a un petit coche verte pour dire que le code qui a été mis il compile bien et ça marche correctement. Donc ça c'est ce que Julien a fait et Sébastien, lui, il est en train de travailler sur un plugin qui permettra de débugger des add-in Office parce que les add-in Office ils sont développés en JavaScript et quand ils tournent sur une app Office qui est dans un iPad par exemple, c'est compliqué de débugger. Parenthèse. Oui, c'est pas mal. C'est pas grave. Excusez-moi du jeu de mots à la con. Une app Office. Ouais, c'est pas grave. Apophis. Apophis. Office, oh my god. Non, Apophis, putain, bordel. Non, mais si, c'est bon, j'ai compris. C'est le podcast des jeux de mots. Hein. Oh, bah, écoute, il est champion du monde. Moi, j'en dirai pas. Hein, j'en dirai pas. On peut en faire d'autres si tu veux. Hein. Et donc, non, parce qu'il y a aussi un Nadine. Alors, tu peux faire des jeux de mots avec tous les Nadines que tu peux connaître, ou toutes les Nadines que tu peux connaître. Ouais. Un Nadine Office, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Donc ils rejoignent l'équipe. Alors ils font des contributions qui sont plutôt intéressantes et qui rajoutent des bonnes dimensions à Vorlon. Et puis après, il y a tous les gens de la communauté. Il y a donc Guillaume Leborgne, Mehdi Lalou aussi qui travaille avec lui, Hugo Garnicelli, et je vais en oublier, je vais être complètement désolé, je pense, mais c'est les contributeurs principaux. Il y a Paul Fassola aussi qui nous a rejoint, qui est un MSP d'ailleurs. Et Hugo qui est MVP. Donc voilà, donc ça c'est dans les contributeurs français que les gens vont peut-être connaître potentiellement. Et après il y en a tout un tas d'autres un petit peu partout dans le monde. Et donc si vous voulez participer, on a un Slack. On communique sur Slack ensemble. Ah ouais. Et on discute de tout et de rien autour de Vorlon ou n'importe quoi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à venir, vous rejoignez. Vous pouvez, si vous contribuez même d'une ligne de code, je serai super content et je vous payerai une bière ou un coca ou ce que vous voulez. On cherche des gens pour travailler avec nous, puisque plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et si on veut te contacter, donc tu disais il y a un Slack notamment, mais si on veut te contacter, je sais pas, par Twitter par exemple, quel est le meilleur moyen ? Alors par Twitter, le meilleur moyen c'est d'avoir mon handle Twitter qui est Multa, M-E-U-L-T-A. Toute remarque sur le pseudo sera mal reçue. On a déjà fait des critiques chez Microsoft et ça a duré un moment. Recherche follower à mort. Recherche follower. Non, pas forcément recherche follower, mais non, si vous voulez me contacter, c'est un des meilleurs moyens. Sinon, voilà, après il y a d'autres solutions, mais c'est le moyen principal. Ok, ben, en tout cas un grand merci pour ta présence aujourd'hui, pour cette présentation je pense très très intéressante sur Vorlon.js. Alors n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre en podcast audio, je pense que c'est la majorité, mais également en podcast vidéo ou directement à ce moment-là sur YouTube par exemple. Donc je tenais moi aussi à remercier David Catu qui nous a prêté très gracieusement la présentation que vous avez pu suivre à ce moment-là en vidéo. Donc tous les slides viennent en grosse partie de chez lui et donc vous pouvez les voir dans cette version vidéo de cet épisode. Et donc n'hésitez pas aussi de laisser un message dans les commentaires de l'émission, un tweet pour nous soutenir. Et d'ici quelques jours, je propose de se retrouver. On va enregistrer notamment un nouvel épisode sur l'application App Studio et ensuite probablement un épisode sur SQL Azure où on espère aussi pouvoir découvrir un peu tous ces aspects. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous voulez rajouter, messieurs. Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Merci à toi, merci Christophe. Merci. À bientôt en tout cas. Merci. Salut. À bientôt.